Bonjour et bienvenue dans le podcast En mode circulaire de la chaire Tech & Care. Dans ce podcast, issu d'une recherche académique financée par l'ADEME et la région Hauts-de-France, nous analysons les différents business models circulaires dans la mode et leur appropriation par les consommatrices et les consommateurs. De la seconde main à la location, en passant par l'upcycling et la sobriété, nous discutons des enjeux de la mode circulaire. Je suis Chloé Cohen, journaliste et créatrice du podcast Nouveau Modèle sur la mode responsable et engagée. Et pour cet épisode du podcast En mode circulaire, je reçois Isabelle Robert, cofondatrice de la chaire Tech & Care et maître de conférences en sciences de gestion à l'IAE Lille. Et Maud Herbert, cofondatrice de Tech & Care et professeure de marketing à l'Université de Lille. Au programme de ce 6e épisode, et c'est peut-être l'enjeu essentiel qui se joue dans la transformation de l'industrie textile, il s'agit de la sobriété. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Isabelle et Maud, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un concept très important, il s'agit de la sobriété. Et donc on va commencer peut-être par expliquer ce concept de sobriété et dresser un petit peu un état des lieux de ce moins consommé. Bonjour Chloé. Alors oui, quand on parle de sobriété, alors c'est devenu un terme très à la mode, qui s'installe dans le débat public là en 2022. Mais la sobriété, elle prend ses racines en fait dans évidemment la sobriété énergétique. C'est pour ça qu'on en entend beaucoup parler en 2022. Donc pour donner quelques éléments de réponse, peut-être aussi orientés globalement, puis dans le textile, on a quelques informations. Dans les données les plus récentes, on a le panel Greenflex qui interroge en fait 2000 Français de façon assez récurrente, et donc les dernières données de mai 2022 montre qu'il y a globalement un désir d'une vie un peu plus sobre qui s'installe chez les consommateurs, avec par exemple 83% des gens qui vont répondre qu'ils aimeraient vivre dans une société où la consommation prend moins de place, ou 87% qui sont d'accord, ou plutôt d'accord avec l'idée qu'il faut revenir à l'essentiel et au bon sens. Donc ça s'apparente en fait à une démarche de sobriété dans la consommation. Mais ça reste quand même relativement déclaratif. Et on observe que depuis 2006, cette tendance à ne plus consommer de produits ou de services superflus, l'idée en fait de réduire sa consommation en général, elle est plus ou moins stable. Avec cette idée que c'est la réduction systématique qui est la voie principale de ce qu'on appelle généralement la consommation responsable. Pour ce qui est finalement du textile, c'est pas toujours simple d'avoir des résultats très précis. On a quelques informations qui arrivent par l'Obsoco, l'Observatoire de la société et de la consommation, où on voit que globalement il y a un désengagement de la consommation de vêtements et de chaussures. C'est quelque chose qu'on avait déjà observé dans des données qui avaient été données par l'IFM dans les années 2018, mais à peu près une personne sur deux, au cours des 2 à 5 ans, déclarent en fait qu'ils ont réduit leur consommation de vêtements neufs. Et c'est surtout qu'il y en a de moins en moins qui déclarent qu'ils l'ont augmenté. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de stagnation. Après, attention, il y a 2 éléments impactants qui peuvent aussi justifier ça. C'est la première, c'est que il y a une crise sanitaire qui a globalement stoppé les dépenses, et puis il y a une tendance structurelle du marché de l'habillement qui est à la baisse depuis 2007. Donc on n'arrive pas encore à départager complètement ce qui relève de la volonté des individus de s'engager dans un chemin de sobriété, de une tendance structurelle, voire aussi dans les années à venir certainement une contrainte financière qui va accélérer le désengagement par rapport aux produits neufs. On avait pu d'ailleurs l'expliquer dans le podcast sur la seconde main. C'est aussi ce qui favorise le développement de ces alternatives au neuf. Donc voilà, donc c'est pas la sobriété, c'est vraiment cette idée de réduire. Ce qu'on observe quand même globalement et ce qu'on arrive à bien cerner quantitativement, c'est les alternatives, c'est-à-dire les effets de substitution entre le neuf et la seconde main, par exemple. Réduire sa consommation, ça demeure
un peu, pas de l'ordre de la prophétie, mais de la bonne intention qui demande à être vérifiée encore par des chiffres peut-être un peu plus stables dans les années qui vont arriver. Ok. Donc ça, c'est la sobriété. On peut aussi parler de décroissance. Et ça, on va voir ça avec toi, Isabelle. Alors oui, effectivement, quand on évoque le terme business model sobre, on pense à deux concepts. La sobriété qui vient d'être décrit par Maud, mais on fait souvent référence à ce qu'on appelle au tenant de la durabilité forte, qui s'oppose à la durabilité faible. Durabilité faible, c'est en fait tout le courant économique qui s'inscrit dans la croissance verte. On est toujours sur le paradigme de la croissance. Là, la décroissance, effectivement, s'inscrit dans la durabilité forte. Mais la décroissance, elle fait également référence, Maud en parlera plus particulièrement après, à un processus collectif de réduction à l'échelle de la production et de la consommation, permettant à la fois d'augmenter le bien-être humain, bien évidemment, et d'améliorer les conditions écologiques tant au niveau local que global, à court et à long terme. Maintenant, si on rattache ce concept au business model sobre, on s'aperçoit que la décroissance est un sujet rarement évoqué dans le cadre des activités des entreprises et qu'on a un débat récurrent autour de la décroissance et de la discussion du rôle des entreprises. Contrairement à l'ensemble des business models qu'on a vus ensemble sur ces dernières émissions, ces derniers podcasts, bien évidemment, les cas d'entreprises qui s'inscrivent dans qui ont développé des business models sobres sont beaucoup moins nombreux. Par contre, nous, force d'études des différentes entreprises, on en relève 3, dont 2 principaux, qui sont les business models sobres, authentiques et activistes, dans lesquels on peut facilement faire référence à Loom et à ses 2 cofondateurs, Julia et Guillaume. On peut aussi faire référence à Patagonia, même si Patagonia a fait un pas de côté, je l'expliquerai plus longuement après. Ensuite, on a les business models reposant sur le produire moins, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans une logique où en produisant moins, on va aussi éduquer le consommateur à attendre, à avoir une consommation réfléchie et pas du tout impulsive. Et donc, on va accompagner aussi le consommateur vers consommer moins. C'est-à-dire qu'on va associer la réduction de la production à la réduction de la consommation. Et puis, on a un 3e business model qui nécessite d'être davantage exploré, ce qu'on appelle les business models écosystémiques et territorialisés. Et là, je ferai référence, en fait, à ces business models qui se construisent sur la réimplantation de filières à l'échelle d'un territoire, à l'échelle locale. Alors, revenons sur le premier, le business model sobre, authentique et activiste. Ce dernier se repose sur 4 critères, qui sont les suivants. Un discours constant et continu sur une éducation au moins consommée auprès des consommateurs. Donc là, on voit le rôle de héros de ces fondateurs, qui vont avoir un discours assez, je dirais, vindicatif et doter, je dirais, les consommateurs d'outils pour résister à cette société de l'hyperconsommation. Ces business models sobres vont s'associer à produire des vêtements avec une longévité très très longue, très forte, et des investissements continus pour accroître la durée de vie de leurs produits. Une volonté aussi initiale de ne pas faire croître leurs entreprises et de ne pas associer la réussite de l'entreprise à la croissance, bien évidemment, puisqu'on s'inscrit dans la décroissance, et puis un activisme social et environnemental fort des fondateurs. Alors, bien évidemment, tous ces business models vont, comme je l'ai souligné, reposer sur une longévité longue, et puis, bien évidemment, vont s'inscrire dans une raison d'être de ces entreprises qui va être vraiment je dirais focalisé sur le moins. Je pense à Loom qui a une mission qui est la suivante. Nous n'avons plus le choix. Il faut produire mieux et surtout beaucoup moins consommer. Et puis, bien évidemment, Patagonia qui va utiliser son business pour contrecarrer cette crise climatique et, je dirais,
sauver la planète, entre guillemets. Donc, elles ont un objectif commun, c'est à la fois d'offrir des produits durables, mais aussi de faire prendre conscience aux consommateurs de leur consommation excessive et de l'impact environnemental de celle-ci. C'est-à-dire qu'elles vont vraiment avoir un rôle très éducatif. Alors, on le voit bien. Alors, certains vont dire que c'est du greenwashing, mais quand même, l'année 2011 pour Patagonia, le jour du Black Friday, qui lance cette grande campagne de communication « N'achetez pas cette veste », qui est assez déroutante, qui est en fait du démarketing, mais qui a pour objectif aussi de sensibiliser les consommateurs de la marque en disant « Vous n'êtes pas obligés d'acheter un produit neuf. Nous, on va vous donner des alternatives qui sont effectivement la réparation, la seconde main, l'upcycling. » Donc, en fait, avoir un discours très tranché pour sensibiliser le consommateur. D'autre part, tant Loom que Patagonia au départ, il y a aussi un objectif initial qu'ils se sont fixés, c'est-à-dire une limite de la croissance à l'instar de ce qu'on appelle les entreprises prospères sans croissance. Comme le stipule Julia Ford, on se réfère à small is beautiful, c'est-à-dire de se dire à un moment donné, on sait que si on croit en termes de nombre de salariés, on va perdre de la valeur et surtout on va perdre le lien. Donc se fixer des objectifs en matière de croissance de l'entreprise et d'ailleurs Yves Chouinard qui avait été fondamentalement perturbé par la crise qu'ils ont connue en 1991, qui s'est associé à un grand plan d'austérité, à un plan de licenciement massif, s'était dit la survie de l'entreprise a été sérieusement menacée et s'était fixé comme principal objectif de maîtriser la croissance de l'entreprise pour lui assurer une longévité d'au moins 100 ans. Alors, Yvan Chouinard s'est excusé sur la non-atteinte de cet objectif en disant « Ironiquement, nous sommes devenus la grande entreprise dont nous n'avons jamais rêvé ni voulu devenir, mais bien que nous n'ayons pas l'impression d'avoir compromis nos valeurs pour devenir cette grande entreprise. » Donc, on peut avoir aussi un peu des dissonances entre les vœux de se dire on veut avoir une entreprise qui ne croit pas excessivement et puis la réalité. Une autre particularité de ce type de business model sobre, c'est comme je le soulignais, le fort activisme des fondateurs. On le voit bien à travers Loom, qui a développé sur son site des blogs, qui fait des TEDx, des conférences pour encourager les consommateurs à déjouer les techniques marketing pour ne pas acheter. De façon moins, je dirais, poussée, Patagonia fait à peu près la même chose par le biais de ces associations environnementales et notamment est le porte-parole aussi des alternatives en développant notamment l'initiative 1% pour la planète lancée en 2002 qui consiste, comme vous le savez, à reverser 1% des bénéfices ou des ventes à des organisations environnementales. Donc on voit qu'on a vraiment cette logique activiste d'éduquer le consommateur, de lui envoyer des signaux, de le doter d'outils pour s'interroger sur sa consommation et donc de réduire sa consommation en les dotant, je dirais, d'un capital cognitif leur permettant de comprendre le lien entre la consommation et les impacts environnementaux et sociaux. Alors, on a un deuxième business model sobre qu'on pourrait appeler business model qui repose sur le produire moins, c'est-à-dire que là, l'angle d'attaque, c'est vraiment faire référence à certains principes de ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie 4.0, la mode 4.0, notamment la production agile, matérialisée par une production à la commande, à la demande ou à une production réactive et qui encourage le zéro stock. Là, c'est un peu ce qu'a initié une petite TPE située sur Roubaix qui s'intitule Les Trois Tricoteurs, qui repose effectivement sur une production à la demande en C2C et un système de précommande en B2B qui promeut le produire moins, la production locale et qui incite à une consommation réfléchie.
Ce business model est fondé sur une production locale, sur une authenticité, une traçabilité dans l'ensemble des partenaires de la chaîne de valeur et plus généralement de l'écosystème. Elle fait écho aussi à cette marque 1083 qui est aussi dans cette même logique. Et d'ailleurs, Thomas Hurier le dit bien dans son ouvrage. J'ai lancé une marque de jeans pour faire baisser la vente de jeans. Et derrière cette production du moins, c'est aussi de se dire, d'éduquer le consommateur à attendre. Je vais pas avoir mon jean tout de suite. C'est la même chose pour les 3 tricoteurs, puisque les 3 tricoteurs, le concept, c'est un bar à tricot où vous pouvez voir votre pull, vos chaussettes se fabriquer en buvant une bonne bière. Et surtout, c'est aussi attendre et accroître l'attachement émotionnel vis-à-vis du produit. Ce qui va permettre aussi de ne pas inciter une consommation impulsive. Et bien évidemment, ça va être couplé à des produits, je dirais, plus intemporels qui vont traverser les phénomènes de mode. On fait référence aussi, ces business models axés sur produire moins, sur ce qu'on appelle la méthode Bisou, qui est basée sur le B comme besoin au niveau du consommateur. À quel besoin cet achat répond-il? I comme immédiat, puis j'attends quelques jours avant de me décider. Est-ce que effectivement, c'est tout le contraire de la fast fashion où là on va vous dire non, si vous l'achetez pas tout de suite, vous l'aurez plus. C'est aussi toutes ces collections, je dirais capsules à édition limitée. Le S comme semblable. Ai-je déjà un objet ou un vêtement qui a cette utilité? O comme origine, quelle est l'origine de ce produit? Et U comme utile, ce vêtement va-t-il m'apporter un confort primordial? Donc on a vraiment cette idée de ces business models. Alors, on voit bien avec deux façons différentes. Dans le premier business model sobre, on est quand même vraiment dans de l'activisme et dans un leitmotiv consommer moins. Là, on est davantage sur le registre de produire moins, mais produire moins pour avoir un achat réfléchi. Et puis, ce qui est assez intéressant aussi dans ces business models, c'est qu'on va remettre en cause ce qu'on appelle la captation de la valeur. Tant chez 1083 que chez les 3 tricoteurs, mais 1083, Thomas Hurier l'explique fortement bien dans son ouvrage, c'est qu'ils sont basés sur des produits conçus dans une logique de juste prix. Juste prix, ça veut dire qu'on refuse la logique des soldes, d'une part pour éviter une surconsommation et d'autre part par l'inexistence de stocks propre au business model et à l'intemporalité de la collection. Donc évidemment, on va pas s'inscrire dans ces logiques de Black Friday, on va les boycotter, on va pas du tout avoir des pratiques de solde, de vente privée, de réduction tout azimut, pour ne pas inciter le consommateur à acheter. Et même avec les distributeurs, notamment pour 1083, s'ils ont des stocks, 1083 peut les récupérer. Donc il n'y a pas cette volonté, je dirais, de baisser les prix. Donc voilà, ce deuxième business model. Et puis le troisième business model sobre, qui semble intéressant à explorer, est ce qu'on appelle avec Maud les business models écosystémiques. Ils font référence effectivement à une action collective indispensable pour développer un business model circulaire et sobre. Et là, on a une valeur créée qui est redistribuée, qui n'est pas la résultante d'une seule organisation. C'est-à-dire qu'on va réimplanter l'ensemble d'une filière, généralement territorialisée, et chaque partie prenante de ce business model va être rémunérée à cette juste valeur et on va avoir une action collective, ce qui est hyper important, notamment chez les tenants de la décroissance. Là, on le voit par la réimplantation des filières de lin, des filières de laine. Je pense plus particulièrement au projet l'important en Normandie, mais aussi à Laine Paysanne qui est située dans les Pyrénées. Donc c'est de se dire qu'on a adossé à des critères de gouvernance démocratique. Je reviens au principe en fait des entreprises sobres et aussi de se poser la question je dirais d'offrir une gamme qui va pas être très très large, mais qui va répondre à des attentes justes, avec qui on délibère, avec un écosystème. Donc voilà le dernier business model sobre qu'on pourrait, je dirais, dresser dans notre typologie, même si ce dernier a
nécessite des recherches supplémentaires. Et puis pour rebondir, c'est qu'effectivement accoler décroissance sobriété à business model, c'est un peu antinomique. C'est un peu antinomique, c'est-à-dire que on le voit bien, toute entreprise. D'ailleurs, je ferai appel au TEDx de Julia Fort, c'est-à-dire qu'une entreprise prospère, c'est une entreprise qui croît. Et donc c'est décoloniser l'imaginaire aussi entrepreneurial et bien évidemment des consommateurs, ce qui va nous permettre de faire le lien avec Maud. Exactement, avec la prochaine question sur comment les consommatrices et les consommateurs finalement s'approprient un peu cette notion de sobriété. Alors, il y a des convaincus de la première heure. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont engagé depuis longtemps des formes de simplicité volontaire, de raisonnement dans leurs achats, de réduction de leur schéma de consommation. Mais si en fait on s'arrête à ces consommateurs-là, on se retrouve à nouveau dans un marché de niche qui d'ailleurs est parfois un petit peu dénigré par les acteurs du marché traditionnel. Voilà, un peu stigmatisé, les bobos, les décroissants. Enfin, on a droit quand même à des noms d'oiseaux pendant très longtemps. Alors, justement, à l'époque, on avait travaillé sur la sobriété énergétique et la sobriété dans la consommation. On avait eu cette volonté d'aller voir pas uniquement les convaincus, mais aussi les personnes qui se retrouvaient en fait par des accidents de la vie dans une situation où ils étaient dans l'obligation finalement de réduire leur schéma de consommation. En partant du principe, il y a une dizaine d'années, qu'un jour, ça nous arriverait, qu'il y aurait des crises, des impacts externes qui allaient quelque part mettre tout le monde un peu au pied du mur. Et on voit, d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est en 2022 qu'on se retrouve avec une explosion quelque part médiatique de la sobriété. C'est effectivement bien le cas, c'est-à-dire qu'on a des crises énergétiques en particulier, mais on a aussi la crise sanitaire avant, et on voit que tout ça entraîne en fait un peu tout le monde vers une forme de réflexion à mener sur la consommation de façon générale. Alors, qu'est-ce que c'est que la sobriété ? La première chose qu'il faut peut-être comprendre pour comprendre comment les gens peuvent s'approprier finalement ces business models-là, il faut comprendre que c'est un cheminement qui s'inscrit dans un temps relativement long, qui est en fait un chemin de négociation et de renoncement. Donc ça implique quoi ? Ça implique que c'est pas linéaire en fait comme manière de procéder. On ne va pas passer de je consomme tout et tout le temps à je suis d'accord pour réduire tout le temps tous mes achats sur n'importe quelle catégorie de produits. Ça ne peut pas se passer de manière linéaire. Et déjà en 2012, on avait travaillé là-dessus et on avait observé des pôles en fait de réflexion sur lesquels les consommateurs pouvaient s'engager dans le chemin. Alors la première chose qui se passe, c'est que il doit y avoir un déclic initial. Ce que nous on a appelé la prise de conscience, c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres littératures. Elle se fait par deux biais. Il y a les convaincus qui d'un seul coup vont avoir un rejet de ce qu'on appelle le grand tout chez nous, TOUT, c'est-à-dire c'est la fameuse abondance dont on parle beaucoup, c'est-à-dire que le tout, ça représente la société actuelle qui ne se pose pas de questions sur ses modes de fonctionnement. Donc ça, chez les convaincus, on voit qu'il y a d'abord une remise en cause, qui est d'abord une remise en cause un peu philosophique et existentielle, mais chez les consommateurs qui se retrouvent dans des situations un peu, parfois même assez dramatiques. Dans notre échantillon, on avait des gens qui avaient des accidents de la vie, par exemple. En fait, ils sont confrontés au fait de devoir abandonner une vie dans laquelle le confort matériel et financier était une donnée et pas quelque chose qui était très pensé. C'est-à-dire que finalement, ils doivent abandonner une position où ils n'avaient pas de posture réflexive par rapport à leur mode de consommation. Donc ça, c'est le point de départ. Et en fait, on observe que tout le monde peut être concerné déjà par cette porte d'entrée dans le chemin. Et ensuite, ce que nous, on a détecté comme pôle finalement dans le chemin, comme on va dire comme jalon en fait pour aller vers la sobriété, c'est que il y a ce grand tout et puis de l'autre côté il y a un grand rien. Alors le grand rien, c'est aussi un pôle de rejet, c'est-à-dire que le grand rien pour les gens qui sont convaincus, c'est, on va dire, une forme d'ascétisme exacerbé.
C'est-à-dire quelque part le moment où on a atteint l'essentiel, on est dans une forme de spiritualité quasiment. Et en fait, tous les gens qu'on interrogeait qui sont convaincus, qui sont dans un chemin de réduction, ils se rendent bien compte que c'est quelque chose qu'on atteint très rarement et qui est finalement plus une ligne de mire qu'une réalité. Et de l'autre côté, les gens qui, eux, sont dans une situation confrontés en fait à une sobriété subie, eh bien pour eux c'est le dénuement. Donc c'est ce qu'il ne faut pas, justement, de cette situation dramatique dans laquelle il ne faut pas tomber. Donc à partir de là, on a deux grands pôles qui sont finalement des pôles de rejet, le tout et le rien, et s'installe une réflexion, un cheminement avec deux grands jalons. Le premier jalon, c'est ce que nous on a appelé le pôle du je n'ai pas rien. Donc c'est-à-dire je m'éloigne du tout. Donc mais je possède encore un certain nombre de choses, mais je me raisonne beaucoup plus en fait dans ma manière de m'approvisionner par exemple. Alors c'est vrai que là on parle du textile, mais le textile, en tout cas dans la démarche de sobriété, ça n'est qu'un des pans en fait de réflexion de la sobriété dans la consommation. En fait, c'est une démarche générale, la sobriété, c'est plus une remise en cause et un nouveau mode de vie, et les vêtements, le textile en font partie. Donc on a ce pôle du pas rien. Alors nous on observe des choses intéressantes là-dedans. Par exemple, ne pas rien avoir, c'est je vais prendre l'exemple de la voiture. Alors, on n'est pas dans le textile, mais c'est laisser sa voiture au garage pour privilégier les transports en commun. C'est commencer à circuler à vélo. C'est se dire, est-ce que j'ai bien vraiment besoin de ce manteau-là, sachant que j'en ai 5 dans mon dressing. Donc, on voit en fait qu'on est sur un pôle où les gens réfléchissent à ce qu'ils possèdent déjà. Ils se détachent pas de leur possession matérielle. Pour l'instant, ils sont plutôt encore à se dire j'exploite ce que j'ai et puis ce que je vais acquérir en plus, je vais le raisonner en fait. Donc là, on retrouve notamment cette histoire de la méthode Bisou qui peut être très très efficace quand on parle de textile. Et ensuite, ce qu'on observe dans le continuum de la sobriété, c'est qu'on va glisser en fait d'une réflexion autour de je n'ai pas rien à je n'ai pas tout, mais c'est suffisant. Et en fait, cette logique du suffisant, c'est vraiment le cœur de la sobriété. Alors, pour certains convaincus, on va retrouver par exemple le vocable du minimalisme du côté du je n'ai pas tout, c'est-à-dire j'ai réussi en fait à me délester d'un certain nombre de mes possessions matérielles. Donc là, par exemple, ce sont les gens qui vont abandonner la voiture, mais elle ne sera plus dans le garage, elle sera partie définitivement. Ce sont en fait tous les consommateurs qui vont donner leurs habits pour n'en garder qu'une petite, ce qu'on appelle les capsules d'ailleurs, minimalistes, c'est un peu ça, c'est-à-dire ne garder que des vêtements qui vont se combiner entre eux, mais ça va être une vingtaine de vêtements par rapport à la centaine en moyenne que les gens ont dans leur dressing, par exemple. Donc on voit en fait que il y a là en fait une redistribution de la réflexion autour du vêtement notamment, et ça en fait ça demande de réfléchir à la notion d'essentiel et en même temps de déconstruire la notion de besoin, dont on sait en fait que c'est quand même un construit social qui est très ancré dans la société de consommation. Et donc la démarche, c'est vraiment de se dire dans mes achats de textiles, est-ce que j'ai vraiment besoin et qui m'impose ce besoin? Et là, on retrouve en fait un peu cette démarche que peuvent avoir Loom et Patagonia d'ailleurs, de faire se questionner les gens sur l'utilité de l'achat en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est une porte d'entrée intéressante parce qu'on a besoin d'être accompagné. Et l'accompagnement, elle peut arriver de plusieurs endroits. Elle peut arriver des entreprises. Donc là, les business models sobres, ils ont cette dimension pédagogique qui est extrêmement importante. Elle peut arriver des groupes d'entraide de consommateurs entre eux. Et notamment la méthode Bisou, c'est intéressant de voir qu'elle a été en fait popularisée au sein d'un groupe Facebook qui avait besoin, qui était dans cette démarche de minimalisme et qui d'un seul coup a eu besoin de mettre en place des procédures. Ce que je disais tout à l'heure, le chemin de sobriété, il n'est pas linéaire. En fait,
on a des essais-erreurs constants. C'est-à-dire, on va négocier totalement, faire une sorte de comptabilité personnelle où on va se permettre de faire quelque chose et en contrepartie, on va arrêter une autre action. Et c'est ça, en fait. Et donc là, on a cette forme de renoncement personnel des individus, mais qui est une forme de renoncement aussi aidé par les entreprises. Ce qu'on voit avec les modèles sobres, ils renoncent aussi, par exemple, à la croissance de leurs propres organisations. Et puis, on va aller se rattacher sur des choses qui peuvent être un peu plus ludiques, par exemple des concours. C'est l'année 0 achat 9. Et puis, en fait, on a des effets d'entraînement qui sont des effets d'entraînement collectif. Et là, on voit bien comment ça aide à la fin du processus à gommer un peu ces moments de frustration et d'extrême solitude qu'on ressent en fait, qu'on soit un consommateur sobre contraint ou un consommateur sobre convaincu. Il y a on le sait, les consommateurs nous le disent. À un moment, c'est difficile de tenir cette position quand on est seul. Et d'ailleurs, on se sent très seul. Donc, arriver à se délester de ces produits, c'est une démarche qui est une démarche relativement difficile aussi à entreprendre, et donc elle demande d'être faite de manière solidaire. Et alors, pour terminer, est-ce qu'on peut parler de sobriété désirable ou bien de comment rendre la sobriété désirable ? Alors, nous, derrière ça, on se pose la question, notamment au niveau du vêtement, quel est le dressing idéal si on se retrouve dans une posture de sobriété, je dirais conviviale, heureuse, c'est de se dire, effectivement, il faut doter le consommateur, je dirais, de capacités cognitives sur se poser des questions, sur l'utilité, sur les réels besoins, ça c'est clair. Mais c'est aussi de se dire, alors on fait une analogie avec Maud qui est assez rigolote sur quel est le dressing idéal pour aller vers la sobriété. En fait, c'est un peu se dire, on va faire un petit pas de côté en faisant le mix énergétique. On sait très bien qu'au niveau énergétique, il n'y a pas une solution, mais il y en a plusieurs. Et donc, nous, on se dit, la sobriété, elle peut être conviviale si on a un dressing qui soit créé, qui soit constitué de produits, de vêtements issus de la seconde main, de vêtements qu'on va réparer, de vêtements qu'on va upcycler, de vêtements qu'on va louer, et puis de non-vêtements aussi, bien évidemment. C'est aussi de se dire que on va avoir un dressing hétérogène. Et surtout, la clé principale, c'est aussi redoter les consommateurs de compétences pour se dire, au lieu de compétences pour détecter aussi les produits de qualité et qui auront une durée de vie longue, et puis aussi se faire plaisir en upcyclant, en réparant. Là, on voit que une dernière étude là réalisée par Greenflex qui vient de sortir. En fait, c'est aussi la sobriété qui doit être désirable. C'est pour 81% des consommateurs, c'est acheter des produits de qualité qui pourront durer longtemps. C'est à hauteur de 76% acheter seulement les produits dont j'ai vraiment besoin, et 63% acheter peu en réfléchissant à chaque acte d'achat. Donc derrière tout ça, il y a aussi l'idée de la satisfaction qu'on peut générer simplement à réparer des vêtements. On constate qu'on a des consommateurs qui sont heureux d'avoir des vêtements qu'ils peuvent remettre parce que effectivement, soit ils ont perdu du poids, soit ils en ont pris, et de se dire mais ce vêtement je l'adore, mais ou alors il est un petit peu démodé parce qu'effectivement c'est plus tout à fait le style d'alors, et c'est là où il y a aussi tout le travail des couturières. Donc il va falloir accompagner ces mouvements pour permettre à ces consommateurs de modifier les vêtements pour ne pas en racheter parce qu'on aime ce produit, parce qu'on aime l'imprimer, parce qu'on aime le tissu, parce que c'est hyper confortable. Et quelle est la joie des consommateurs à récupérer des produits qui normalement devaient être délaissés mais qui sont réparés. Donc il y a tout ce travail, je dirais, en fait, c'est réinventer l'imaginaire derrière tous ces vêtements, et donc un travail de longue haleine chez les consommateurs.
Et pour poursuivre sur ce que disait Isabelle, je pense que ce qui est intéressant toujours dans cette étude Greenflex, c'est que quand on demande en fait aux consommateurs les sentiments qui prédominent lorsqu'ils arrivent à réduire leur consommation, le deuxième sentiment qui arrive, c'est la fierté. Et en fait, je pense que ça traduit très bien que les consommateurs ont conscience que c'est compliqué encore de réduire sa consommation, mais que le jeu en vaut la chandelle. Et quelque part, il y a une dimension de fierté qui va être couplée aussi au fait de continuer à se faire plaisir, mais peut-être par des biais différents, et réfléchir en fait à un dressing qui soit une sorte de mix énergétique de première vie, deuxième vie, troisième vie, de mise en action, de mutualisation, de mise en action avec de la réparation seule ou accompagnée. En fait, on observe aussi que ça remet un peu de lien social dans le dressing, qui était devenu un endroit de grande solitude aussi, parce que c'est aussi pour ça que les consommateurs achètent autant, c'est que quand ils sont devant leur armoire, ils sont tout seuls. Et puis ils se disent toujours j'ai rien à me mettre, donc ils vont acheter souvent seuls d'ailleurs, encore des choses à remettre dans cette armoire. Donc en fait, réinstaurer aussi des logiques de mouvement dans les dressings des individus, ça donne une perspective. Alors évidemment, pour nous, c'est une grande piste de recherche, parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir mesurer, en fait, avec des analyses de cycle de vie, si ce dressing réimaginé, réinventé, il a aussi des vertus en termes de retombées positives. Voilà. Et pour finir, comme le dit Maude, au lieu d'aller faire les soldes, faites les soldes dans votre dressing. Et on le voit bien, nous, par rapport à nos étudiants, quand on les interroge, en fait, effectivement, la première chose, c'est « Oh, je ne sais pas quoi me mettre ». Et on s'aperçoit qu'il y a vraiment une attente pour se dire « Mais comment je peux, alors excusez-moi du terme, mais rematcher des vêtements entre eux ». En fait, il y a aussi toute cette question de créativité, de service. On en a parlé aussi dans la location, d'aider aussi les consommateurs à réassortir des pièces, à se construire son propre style vestimentaire. Donc en fait, c'est un ensemble de pratiques plurielles qui nous amèneront vers la sobriété. On va pas du jour au lendemain se dire non, je vais rien m'acheter, parce que effectivement ça sera pas une sobriété conviviale, mais comme le dit Maude, je pense qu'il y a aussi ce lien social qui doit revenir dans notre dressing, et ça sera sa vertu. Bon, je pense que ce sera un bon mot de conclusion. Merci infiniment Isabelle et Maude pour toutes ces explications. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, et merci à l'ADEME et à la région Hauts-de-France pour leur soutien. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à le recommander autour de vous, et n'oubliez pas de vous abonner à la page de la chaire Tex & Care sur LinkedIn pour suivre les actualités de la mode circulaire. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode du podcast En mode circulaire.